Je savais qu'il cherchait du monde, puis j'ai aussi un frère qui m'en avait parlé, comme il commençait à fabriquer le trafic. Donc je me suis inscrit à la boîte d'intérim qui m'avait dit, ils m'ont appelé, j'ai fait des tests, puis j'ai été reçu quoi. Et j'ai fait 18 mois sur la chaîne, là. Bah, c'est la chaîne de fabrication que je trouvais ça super ingénieux, même si c'est l'enfer à travailler, quoi. Mais après, c'est une usine à viande. Hein, moi, ce qui me manquait surtout, c'est ouais, les rapports avec les gens. Tu parlais, là, tu pouvais pas parler, quoi, parce que tout le monde était occupé, toi y compris. Il y a plusieurs équipes en fait, et on était à peu près tous une vingtaine, et chacun avait une tâche bien précise à faire, quoi. Et c'était ça du matin au soir. C'était mécanique. Hein, on avait tous tant de boulons à mettre, tant de choses à installer. On avait pas mal d'opérations en très peu de temps, quoi. Je sais plus, moins d'une minute pour faire 3, 4 ou 5 tâches, quoi. Ce qui est pas rien, quoi. C'est les chaînes de fabrication, quoi. C'est un peu les temps modernes de Charlie Chaplin, sauf qu'on fabriquait des bagnoles. Et voilà, donc le chef, il coachait tout ça, et puis fallait que ça tourne. Hein. Quand il y en a un qui merdait, ça faisait chier tout le monde. Bah là où à Sandeauville, nous on travaillait sous caisse. Moi par exemple, j'avais un pot d'échappement installé. Le camion il passait au-dessus de nos têtes, donc on travaillait toujours les bras en l'air quoi. Un bordel à installer aussi sous le camion. Puis des boulons qui étaient prévissés, que je devais finir de visser, qui étaient prévissés par un collègue avant quoi, qui m'a installé les trucs. Tata, puis, et voilà, puis moi aussi je préparais des trucs pour le prochain, pour mon collègue qui était devant moi, et puis je finissais ce que j'avais à faire. Il fallait aller vite. Je m'appelle Renaud Tarlet, j'ai 46 ans, je suis né en 1976 à Caen, au centre de reproduction humaine. J'ai grandi dans la région, d'abord à côté de Caen dans une ville qui s'appelle Hérouville, et puis mes parents sont partis vivre à la campagne. Voilà quoi. Donc une enfance qu'en dure, heureuse et solitaire. J'ai grandi dans une famille et dans un univers social où les études étaient quelque chose. Pour moi, c'était pas, tout était fait pour que je puisse en faire en fait. Alors, bonjour, je m'appelle Philippe Saunier, donc je suis né au Havre et j'y suis resté presque 60 ans. Comme particularité, eh bien mon père travaillait à la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, il y a un truc dont je me souviens, c'était le travail de nuit et le fait qu'il partait le week-end vers 20h30 pour prendre le car, et je lui disais toujours jamais je travaillerai dans ton usine. Le seul boulot que j'ai trouvé avec un bac technique, c'est en fin de compte de travailler dans cette raffinerie, ce qui est un petit peu original. Donc c'est quasiment la seule entreprise que j'ai faite. J'ai fait quelques courts séjours à la Société Normande de l'Azote et chez Foy-Lagadec avant, entre mon bac technique et l'armée, mais on peut dire que j'ai fait toute ma carrière comme ouvrier puis technicien par la force des choses, puisque ils n'ont pas pu me coincer trop longtemps non plus en matière de discrimination dans cette raffinerie. C'est un site impressionnant quand on arrive, qu'on ne connaît pas du tout l'industrie, avec le bruit, la chaleur par endroits. La nuit, c'est impressionnant avec... D'abord, c'est un site énorme, hein, puisqu'il fait 4 km de long. Donc le bruit, la chaleur, les lumières artificielles, parfois des bruits étranges qui peuvent vous impressionner quand vous démarrez avec des soupapes qui crachent, etc. Bon bah de faire du social, c'est une question que je me suis jamais posée. C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de ne pas me syndiquer, par exemple. Pour moi, c'était tellement naturel. Alors bon, ça doit venir de la culture familiale, sans doute. Après, peut-être un événement qui m'a plus marqué, c'est la mort de mon père à 54 ans d'un cancer du larynx, alors qu'il travaillait dans la raffinerie. Avec cette question qui restera sans réponse aujourd'hui, c'est la part des activités du travail, avec notamment tous les produits chimiques qu'il respire à longueur de journée dans la survenue de son cancer. Bon, c'est un élément. Il y en a eu d'autres, bien évidemment. Il y a énormément de salariés qui ont eu des cancers du sang, des voies aériennes supérieures, des problèmes aussi liés à l'amiante,
pour une très grande partie, qui n'ont jamais été reconnus comme tels, c'est-à-dire en relation avec le travail. Je m'appelle Théo, j'ai 35 ans et je suis né au Havre. Donc j'ai fait un parcours assez particulier parce que donc en fait j'étais dans un IEM Denis Cordonnier, ensuite j'ai fait les cours par correspondance le CNEL, puis une troisième avec une unité locale d'inclusion scolaire, ce qu'on appelait avant les UPI, Unités pédagogiques d'intégration. Ensuite, je me suis orienté vers un BEP secrétariat, puis un bac pro, accueil service, puis un BTS tourisme et une licence de tourisme. Voilà, donc sur le plan de l'intégration, donc l'intégration qui s'est quand même passé le mieux, c'était à l'unité locale d'inclusion scolaire. D'abord, c'était à Crypto. Ensuite, c'est vrai que au début, ça n'a pas été très simple au niveau des déplacements, parce que je venais de faire l'acquisition d'un fauteuil électrique. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, une AVS collective et surtout, dans les matières où j'avais des difficultés, on me détachait du cours pour aller en unité pédagogique d'intégration pour travailler la matière et travailler le programme pour espérer, un moment dans les trimestres, arriver au niveau de l'exigence du prof. Donc oui, et pour revenir à cette histoire d'AVS, c'est un frein, ça peut être un frein aussi dans les stages, mais aussi dans la scolarité. C'est-à-dire que si l'AVS n'aime pas, par exemple, la matière, l'espagnol, et qu'il dit à la prof, bah, vos cours c'est de la gnognotte, voilà, pour être poli, et que la prof dit, bah, je vous veux pas, et donc du coup, bah, on trouve d'autres solutions, elle aménage ses cours, enfin bref. Je crois qu'il faut voir le point positif, c'est-à-dire voir ce que chacun apporte l'un envers l'autre. Je pense que c'est un métier sous-payé, ce métier, parce que vient aussi la rémunération. Quand tu es payé à peine 800 € pour faire 35 heures, j'ai envie de te dire, c'est quand même peu. La troupe de marionnettes, ça allait me mettre un peu en face de ça, parce que fallait lutter pour choper un mauvais cachet que j'allais jamais avoir d'ailleurs. C'est-à-dire que j'étais dans un monde où tout fonctionnait à l'huile de coude, donc on comptait pas ses heures de travail, souvent on n'était pas payé, on était dans la passion pure. La personne qui était qui était en couple avec le mec qui tenait cette troupe de marionnettes connaissait ses embrouilles, elle savait qu'il était en train d'un peu de m'exploiter, machin et bidule, et elle, ça l'énervait parce qu'elle voyait que j'avais un certain niveau, j'étais bac+3, je m'exprimais bien, ça marchait dans la tronche, et je précise, c'est pas parce qu'on fait des études que ça marche dans la tronche, quoi. Et du coup, elle m'a trouvé un travail au Conseil Général du Calvados, quoi. Et me voilà, je me suis retrouvé agent de catégorie C. Je faisais des dossiers de retraite. Je devais prendre les dossiers de retraite du personnel, et puis alors, ça avait un côté scolaire, fallait que je leur colle un petit onglet avec un système de classement où je disais en gros, telle personne, c'est le dossier A12, je le mettais dans une boîte, je rangeais les boîtes, et après on allait retrouver les dossiers, et comme je maîtrisais un petit peu l'outil informatique, je faisais des tableaux Excel pour mettre un petit peu tout ça en ordre, et c'était un peu la révolution dans le service, parce que c'était l'informatisation. Donc, c'est une certaine époque de la fonction publique qui était en train de se terminer. Et la directrice, elle a déboulé dans le bureau en disant « Mais c'est vous qui avez fait ça ?» Parce que, dans cet univers hiérarchique,
Moi, je me rendais pas compte, mais quelqu'un qui rédigeait ça sentait quelqu'un qui avait minimum bac+3, quoi. Voilà. Et dans cet univers-là, quelqu'un qui a bac+3, c'est un cadre. Et comme c'était un boulot où rapidement, en fait, je m'ennuyais, et puis mes collègues, c'est pas pour être méchant, mais c'était concret, ils m'ennuyaient, quoi. Ils parlaient de ce qui se passait à la télé sur TF1. C'est pas pour juger, hein, je juge pas. Je dis que concrètement, moi, je m'ennuyais, quoi. Voilà. Et on me racontait les histoires de love story ou de machin, et je suis désolé, mais là, je veux pas être méprisant, mais ça m'intéressait pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Je trouvais ça vraiment vulgose, quoi. Et je pense que, même si j'étais pas du genre à vouloir donner des leçons, on devait sentir à mes attitudes que ces trucs-là, donc, comment dire que ça me gavait quand on me parlait de ça, quoi. Alors, le CHSCT, c'est un peu difficile de mesurer les accidents graves qu'il a pu éviter, les maladies professionnelles, puisque, en fin de compte, en agissant au quotidien, on se bat et on obtient sûrement de supprimer un paquet de pépins. Il faut savoir qu'à la raffinerie de Normandie, il y avait 4 CHSCT. On avait tronçonné l'établissement 4 pour être plus efficace. On avait jusqu'à 20 élus. Quand je suis parti, on était déjà à 300 maladies professionnelles, rien que sur l'amiante, qu'on avait pu détecter et traiter au niveau du CHSCT, pas grâce à l'employeur, évidemment. Et puis, les multiples actions du quotidien qui font qu'on a probablement empêché un pépin. Mais ça, c'est pas facile à mesurer. Donc les rectifications et on disait toujours que c'était sûrement le principal outil pour l'intérêt des salariés, puisque le CHSCT, l'employeur avait un peu plus de mal qu'en délégué du personnel ou en comité d'entreprise pour nous envoyer balader. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas, c'est qu'il fallait qu'il trouve le moyen, parce qu'un patron ne peut pas dire c'est dangereux mais je ne le ferai pas. Il ne peut pas dire ça. Donc il faut toujours qu'il trouve le moyen de dire plus tard ou de tenter de nous démontrer que c'est pas dangereux. Donc c'était vraiment un outil extraordinaire de ce point de vue-là. Hein. Et la suppression des CHSCT par Macron, j'ai pas peur de dire qu'elle est criminelle. Elle est criminelle parce que on a déjà force obligatoirement plus d'accidents graves, y compris des maladies professionnelles. Mais il y a un autre phénomène, un double phénomène, c'est qu'on est beaucoup moins, sur le coup, en connaissance des pépins et des risques, puisqu'avec, pour la raffinerie de Normandie, on a divisé par 3 le nombre de délégués avec les CHS, globalement. Ce qui veut dire que, on en sait beaucoup moins. On est beaucoup moins au courant des risques qui sont pris ici et là, hein, puisque c'est mathématique en étant 3 fois moins nombreux. Et donc, il y a une part d'invisibilité de la situation réelle des conditions de travail et des risques. Et ouais, non, j'ai eu un accident de travail, je me suis ouvert la main en manipulant des tôles, quoi. Et donc, voilà, arrêt de travail, etc. Et la boîte d'intérim m'ont proposé de venir, de ne pas déclarer mon accident du travail. Et je serais payé, en gros, à rien foutre, quoi. En gros, c'est ce qu'ils m'ont dit, quoi. Et moi, comme un con, j'ai accepté. Et j'y suis allé. Alors, effectivement, je me faisais royalement chier, quoi. Et puis, je faisais l'écart, hein, donc ça changeait rien, quoi. Et à un moment, il y a un mec qui est venu me casser les couilles parce qu'il me voyait pas branler grand chose, parce que tout le monde bosse, quoi. Et ça s'est mal passé, mon chef il arrive en me gueulant dessus, donc j'ai envoyé balader, je me suis pris mes affaires et je me suis barré. J'ai dit, écoute, je suis en arrêt du travail, j'aurais jamais dû accepter les conditions de merde que vous m'avez proposées, quoi. J'aurais dû le déposer, je me serais arrêté 10 jours, tu vois, je serais chez moi, et puis on serait pas là en train de se prendre la tête tous les deux, quoi. Ah là, puis il voulait que je revienne, puis j'y ai dit non. CACOM n'est pas un acronyme, c'est une société de téléphone qui s'occupe des litiges entre EDF et le particulier. Et aujourd'hui, nous on est centre d'appel, prestataire de services. Aujourd'hui, ils ont aussi inclus la CARSAT et la CNAM. Donc ensuite, pour l'intégration, il a fallu que faire une formation de 8 semaines.
Ça demande aussi du travail chez soi. Voilà. Quand tu as des difficultés, parce que je dirais, enfin, EDF, la théorie c'est bien beau, mais la pratico-pratique, qu'est-ce qu'un compteur? Comment on s'en sert? Heureusement, moi j'ai l'entourage qu'il faut pour trouver, non pas l'électricien, mais quelqu'un qui a travaillé dans l'électricité, qui a touché un peu pour m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un générateur, etc. Ils ont engagé un formateur spécifique pour m'aider à continuer la formation, voilà, à faire les polycopiés. Ensuite, ils m'ont fait prendre des appels. Ces appels n'ont pas été concluants. Je faisais pas de vente, donc ça posait problème. Cap Emploi a dit, ils veulent bien le garder, mais sauf que ils veulent adapter son taux de travail. Sauf que Cap Emploi leur avait pas dit que j'avais un problème de vue. J'avais plusieurs signaux d'alerte que j'ai pas vus, quoi. Parce que je savais pas, quoi. Je me rendais pas compte. J'étais pas à la place des gens, quoi. Et je parlais de mes études d'histoire et tout, parce qu'il fallait parler de la vie. Et, comment dire, je m'en rendais pas compte, mais je pense que c'était pas mon but. Mais je pense que j'en foutais plein la gueule aux gens, quoi. Alors que pour moi, faire des études d'histoire, c'était normal, c'était ma vie. Mais pour eux, j'étais le catégorie C, qui avait fait une licence, qui parlait de ses études. La directrice du personnel vient le voir pour lui dire « vous êtes brillant, machin », qui sait faire l'ordinateur, mais pas les autres souvent, quoi. Voilà, qui avait plein de trucs comme ça, et puis bah, je parlais de mon expérience, quoi. Je regarde pas la télé, je continue à bosser dans ma troupe de marionnettes, j'étais un peu artiste, machin, donc vraiment en décalage, et sont venues des interactions où petit à petit, je me suis mis dans les problèmes, parce que n'ayant rien vécu étant jeune, et puis pour moi c'était un jeu le travail, c'était pas, je risquais pas ma vie, je pouvais partir quelque part quand je voulais, quoi. Autant qu'on regarde La Famille en or et tout, bon, j'avais cette formation quand même intellectuelle pour dire, bon, voilà, moi c'est pas mon truc, mais je prenais pas les gens pour des abrutis parce qu'ils regardaient Une Famille en or. Par contre, quand on commençait à me dire d'un air pincé, ouais, les gens qui sont clodos, ils gagnent 500 balles par jour, là je commençais à mordre, quoi. Et du coup, ça a circulé partout que j'étais en gros le petit bourgeois qui était là, qui avait bossé depuis 3 mois, puis qui disait que les gens foutaient rien, quoi. Voilà. Quand les gens ricanent tout le temps quand vous passez dans le couloir, bon, on le vit une journée, on le vit une semaine, ça vous passe au-dessus, quoi. Dès que vous arrivez, toutes les conversations s'arrêtent, tout le monde vous regarde, vous vous barrez, tout le monde est mort de rire. Bon, on le vit une semaine, on a une certaine distance, quoi. Quand ça dure 1 an, à la fin, j'ai appris à mes dépens que c'était pas une blague, quoi. C'était pas une blague. J'ai vraiment souffert, quoi. J'étais peut-être un petit bourgeois, j'avais peut-être mes défauts, j'étais peut-être à côté du monde, mais pour ceux qui cherchent une morale, vous inquiétez pas, ma claque dans la gueule, j'ai prise, quoi. J'ai bien morflé, quoi. La position officielle de la Fédération CGT de la chimie, là où on est aujourd'hui, elle est de dire qu'il ne faut pas utiliser le pétrole comme un carburant, puisqu'on doit être capable de faire des produits nobles. Donc on n'est pas en décalage par rapport à l'opinion générale, qui a bien raison de s'inquiéter de la pollution avec le CO2. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit faire mieux, on doit pouvoir trouver pour demain à faire une industrie propre, et qu'effectivement, la question des moteurs thermiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, il faut y mettre fin, puisque le premier poste de pollution dans le monde, c'est le transport maritime. Alors, c'est intéressant de le dire pour le Havre, je vais peut-être me fâcher avec mes copains de Caire, mais le premier poste de pollution dans le monde, c'est le transport maritime marchandises. Sur le terrestre, le premier poste de pollution, c'est le transport routier marchandises. Donc on sait qu'il y a des améliorations à faire en matière de chauffage, mais par exemple, c'est important de le dire aujourd'hui, le transport routier et marchandises en France, et pas seulement ces dernières années, est en nette progression, et il n'est pas prévu que cette progression baisse. Donc on a effectivement des soucis à régler de ce point de vue-là. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trop teints, ou bien
bien vendeuses par nature. Il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surgés. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi. Mon cher Denis, c'est très gentil, mais là, faites juste le refrain avec moi, parce que voyez-vous, vous avez mal travaillé. Excusez-le, c'est un petit jeune, il s'est mis au piano. C'est normal, il y a du travail à faire. Alors, bien biaisé, une robe, ma foi, il n'y en a pas de pâle comme moi. Je suis biaiseuse de chez Paquin, je biaise du soir au matin. C'est tout mon bonheur, je suis pas pour la journée de l'hiver, le travail de nuit me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquin.